On va commencer du coup le topo sur la sélection et un peu l'université aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y en a peut-être qui l'ont vu, mais il y a le Point qui avait sorti il y a quelques mois un article bien dégueu qui disait qu'il y avait trop d'argent dépensé dans l'enseignement supérieur au vu des taux d'obtention de licence et de master. Ce qui est quand même un peu cynique quand on voit que les différents gouvernements successifs, ils ont sabré à tour de rôle les budgets des services publics, dont celui de l'université. Et vous ne l'avez pas manqué cette année, je pense. Il y a le gouvernement Bayrou qui a coupé 1 milliard d'euros dans les facs. Est-ce que tu peux parler plus fort, peut-être on peut prendre un micro? Ah, Voilà, je peux l'accrocher si tu veux. Ouais, est-ce que tu peux accrocher ça comme ça on prend le micro de la sonneuse? je suis m'accrocher. Ouais. C'était plus pratique que Essaye si tu préfères le parler plus micro, fort. Cop, et teste le micro. Il est où? Là, il est devant. Parce qu'on n'entendait pas trop, non, au fond, ouais. Ah pardon, excusez-moi. Oh, pardon. Non, ça marche pas. Non, Et il est allumé dessus, Cop? Y a rien, genre c'est branché, tu vois. Y a pas de... Ah, punaise. Sinon, Sinon, je parle plus fort. bah voilà, on va faire ça. Allez, J'essaie de voir si vas-y, ok. Je vais pas refaire toute l'intro, pour ceux qui n'ont pas entendu, désolé. Mais juste très rapidement, c'était pour parler un peu de la dégradation de l'université aujourd'hui et que il y avait un article du Point qui disait que c'était scandaleux qu'on mette autant d'argent dans les universités, tout ça, alors que il y a des coupes budgétaires qui font que chaque année, ça se dégrade de pire en pire, les conditions d'études. Et le topo, ça va permettre de se demander alors un peu en quoi consistent les attaques aujourd'hui à la fac, à quelle logique politique ça répond et quel est le rôle des révolutionnaires pour y faire face. Donc on va faire un plan un peu en 3 parties avec un peu un retour sur l'université comme produit historique de la société, enfin aujourd'hui des besoins de la bourgeoisie, sur ensuite les différentes attaques que subissent les étudiants au sein de l'université, et puis un peu un point sur justement comment nous on intervient auprès de la jeunesse. Donc très rapidement, l'université est née au Moyen-Âge et même si elle connaît des transformations par-ci et par-là en fonction des différents régimes, son rôle il reste globalement le même. En gros, c'est une citadelle réservée aux héritiers des classes dominantes qui forment leur propre reproduction. À la sortie de la Seconde Guerre mondiale, pour la grande masse des enfants d'ouvriers, l'école elle s'arrête encore au certificat d'études, donc c'est aux alentours de 12 ans. Et l'université, elle avait pour fonction première de reproduire les élites, de former les futurs dirigeants économiques, politiques, administratifs de la société capitaliste. Mais cette situation elle va être changée avec les transformations économiques de l'après-guerre, parce qu'avec l'expansion de l'industrie moderne, l'essor des sciences et des techniques nouvelles et même de la recherche, le capitalisme ne pouvait plus se contenter d'une petite élite de diplômés. Il avait besoin d'une masse bien plus large de techniciens, d'ingénieurs, d'enseignants, de chercheurs et de cadres. Ce besoin, ce n'était pas le produit d'une décision généreuse de la bourgeoisie, mais d'une nécessité dictée par les intérêts mêmes du capital. Le système, il avait besoin de multiplier les travailleurs intellectuels, c'est-à-dire les travailleurs qui, demain, seraient chargés d'encadrer et de contrôler le travail manuel, d'assurer la transmission des savoirs nécessaires à la production et de renforcer le pouvoir de la bourgeoisie sur le reste de la société, bien au-delà du pouvoir qu'elle avait déjà. Dès les années 50 et plus encore dans les années 60, on assiste à une explosion des effectifs étudiants. C'est ce qu'on appelle l'université de masse. Avec la croissance économique, les familles elles ont un peu plus les moyens d'envoyer leurs enfants à la fac, et les enfants de la petite bourgeoisie, des employés, des fonctionnaires y accèdent de plus en plus nombreux. Il y a même une petite fraction des étudiants, des enfants de prolétaires qui réussit à franchir les portes de la fac, bien que leur proportion reste très inférieure quand même à leur poids réel dans la société. Pour donner un petit chiffre, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il y a moins de 100 000 étudiants en France, et 10 ans plus tard, c'est plus de 300 000, et chaque année, ça augmente. Mais les infrastructures héritées d'avant-guerre, elles sont pas du tout suffisantes. Les amphithéâtres, ils sont surchargés, il y a un manque criant de bouquins dans les bibliothèques, de locaux et de professeurs. En plus de ça, l'explosion du nombre de diplômés entraîne une forte dévalorisation des titres universitaires. Il y a beaucoup d'étudiants qui découvrent que la promesse d'ascension sociale n'est pas aussi reluisante qu'elle paraissait. Genre depuis le collège, on avait promis aux futurs étudiants de la fac
que l'université leur permettrait d'apprendre à penser, à critiquer l'état actuel de la société, à devenir des élites qui peuvent peser sur la politique. Et c'est pas... En fait, avant la Seconde Guerre mondiale, c'était en partie vrai, parce que la bourgeoisie, elle avait besoin qu'une partie de ses enfants sache vraiment réfléchir. Mais après la guerre, l'université, elle devait former des exécutants, des cadres dont le métier devenait beaucoup plus technique. Il y a alors un décalage entre les espoirs suscités par l'entrée à l'université et la réalité derrière. Et du coup, de ça naît une profonde frustration qui va amener à une contestation des étudiants qui éclatera au plus fort en mai 68. En fait, sur 68, c'est au-delà même de la question matérielle. L'explosion de 68, ça a été aussi alimenté par une critique d'une fac qui est autoritaire, quoi, même dans la manière dont c'est organisé. C'est-à-dire que les étudiants, ils n'ont aucun droit, ni dans l'élaboration du programme, ni dans le fonctionnement de la fac, etc. Et par ailleurs, alimenté aussi par la critique d'une université qui propose un contenu, un enseignement qui ne correspond pas du tout aux préoccupations et aux aspirations de la jeunesse, parce qu'en fait, les enseignements, ils sont plus réfléchis pour répondre... Ah ok, pour la traduction, désolé. Les enseignements, en fait, ils sont plus réfléchis pour répondre aux besoins du capitalisme, des patrons, plus que pour construire, enfin aider, développer l'émancipation intellectuelle. Face à l'explosion de 68, la bourgeoisie, en fait, elle tire des bons bilans, quoi, pour elle. Et à partir de là, on va commencer à avoir une vague de réformes universitaires qui montre bien d'ailleurs comment la fac, elle évolue en fonction des besoins du capitalisme et bien sûr aussi en fonction du rapport de force. Ils ne mettent pas toujours en place tout ce qu'ils veulent absolument. Il y a aussi une pression évidemment qui est mise par le mouvement étudiant. Mais donc leur objectif dans ces réformes-là, c'est de réussir à répondre à ce changement de recrutement social dans les universités en mettant en place des réformes où ils disent en gros, c'est pas bien d'avoir un prolétariat académique, c'est-à-dire en gros beaucoup de gens qui quittent l'université sans pouvoir trouver de travail. Ça c'est d'ailleurs un argument qu'on entend encore aujourd'hui pour justifier la sélection à l'université. C'est pas bien parce qu'en gros ils disent que ça favorise la tension et l'explosion sociale. Bah oui, tu m'étonnes, les gens ils sont pas contents en sortant de la fac de pas avoir de taf. Du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils réorganisent l'université par des réformes en distribuant un nombre de places accessibles dans les facs en fonction des besoins de l'économie capitaliste. Donc en gros, dans un pays où les capitalistes ils disent nous on a besoin de 100 000 ingénieurs, ils vont mettre les moyens pour 100 000 ingénieurs dans les universités plutôt que d'avoir 50 000 sociologues et 20 000 philosophes qui en fin de compte ne trouveront pas d'emploi, qui seront vénères et pour eux ils seront débarrassés d'une cause importante de la révolte étudiante. C'est d'ailleurs dans ce sens-là, je n'ai pas développé sur la question de la loi Faure en 68, mais cette loi-là, elle va dans ce sens-là, y compris dans le sens d'autonomiser les universités de plus en plus. Et du coup, dès les années 70, la bourgeoisie, elle développe les filières courtes, professionnalisantes qu'on connaît, les BTS, les UT, etc., dans le but de former une main-d'œuvre qui est adaptée aux besoins immédiats du capital et des patrons pour éviter justement l'accumulation de diplômes qui seraient jugés inutiles ou genre il n'y a pas de taf après quoi. Suite à la crise économique de 70-80 en France, il y a un chômage de masse. Et là aussi, la réponse du gouvernement, c'est la même chose, c'est de resserrer la vis. En 86, il y a la réforme de Vaquet sous le gouvernement Chirac qui propose déjà en fait d'instaurer la sélection à l'entrée et d'autonomiser encore plus les universités. Sauf que ça, ce qui s'est passé ensuite, c'est que ça a provoqué en fait une mobilisation qui a été très importante. C'est des centaines de milliers de jeunes qui ont été dans la rue avec 1 million de manifestants et de manifestantes le 4 décembre à Paris. Donc en fait, on voulait revenir un peu sur ces éléments-là pour illustrer la manière dont les facs suivent et évoluent en fonction des besoins du capitalisme, que le capitalisme il a toujours réformé les universités pour se faire du profit, mais pour créer de la main-d'œuvre en fait, qui est corvéable à merci. L'université sert à ça dans le système capitaliste, elle n'apporte aucune réponse à nos problématiques, aux préoccupations étudiantes, et ça c'est une brèche à enfoncer pour nous, pour faire comprendre en fait aux étudiants que les objectifs politiques des universités aujourd'hui, c'est pas du hasard, toutes les réformes c'est pas du hasard, ça découle directement du fonctionnement plus globalement de la société capitaliste, de la logique en fait de la société capitaliste. Dans une deuxième partie, là en gros l'idée c'est de voir un peu précisément en fait les attaques qu'on connaît là actuellement, qui ont été déjà annoncées, qui vont arriver là à la rentrée et les suites, etc., avec y compris beaucoup de chiffres, parce qu'on pense que c'est important qu'on ait tous et toutes en tête ce que c'est un peu précisément ces attaques, pour mieux pouvoir les expliquer à la rentrée aux étudiants et aux étudiantes, et aussi nous, mieux les comprendre pour pouvoir mieux les combattre. Ce qu'il faut comprendre en fait avec la série des attaques là qu'on connaît, c'est que la volonté de la bourgeoisie aujourd'hui, c'est deux trucs.
c'est premièrement de mettre fin au fait que tu as des places pour tout le monde dans les universités. Ça, c'est un truc qui a été réussi par le PS et la loi ERE, même s'ils n'ont pas réussi à faire autant qu'ils voudraient, et grâce à Parcoursup. Et le deuxième objectif, c'est augmenter les frais d'inscription, baisser les budgets dans les universités et faire que le privé, ça devienne la solution, quoi. La preuve, c'est que jusqu'à 2010, en fait, le financement des facs, il suivait la progression du nombre d'étudiants. Donc, voilà, ça faisait une courbe qui se suivait, quoi. Mais depuis, le nombre d'étudiants, il augmente, alors que le financement, il baisse. Donc, en fait, le taux d'encadrement, c'est-à-dire le nombre de profs et de moyens qui est mis par étudiant, en fait, là, il est divisé par 2. Lilou, elle reviendra un peu là-dessus précisément tout à l'heure, mais là, en gros, on a au total genre 2 milliards d'euros qui ont été retirés nationalement dans les facs. Plus là, il y a Bayrou qui a annoncé qu'il voulait faire des économies de 44 milliards d'euros sur le budget de l'État. Donc il faut voir combien ça correspond précisément dans les universités. Mais donc, conséquence, ça veut dire dégradation de nos conditions d'études, un nombre de gens beaucoup moins important donc, qui vont étudier. Et donc ça, c'est en premier lieu les jeunes les plus précaires qui se mangent ça par la sélection. Et ça veut dire aussi la suppression de mesures qui existaient déjà avant, genre la compensation, les rattrapages, etc. On pourrait y revenir. Pour revenir un peu plus du coup sur la sélection, qui est un des thèmes du topo, en fait la sélection aujourd'hui elle commence dès le collège et l'école elle oriente les enfants des prolos vers les filières courtes et professionnalisantes. À 14-15 ans déjà il y en a beaucoup qui se voient refuser la possibilité de suivre un cursus général. En fait derrière le mot magique de l'orientation il y a en réalité une exclusion organisée. Les enfants d'ouvriers ils sont dirigés vers les filières où on prépare les futurs travailleurs manuels, alors que les enfants issus des milieux plus aisés peuvent plus facilement accéder au lycée général. Il y a eu des réformes successives qui ont fait qu'empirer ce mécanisme. Avec Parcoursup et avant APB, la sélection est devenue officielle. Les places dans l'enseignement supérieur sont limitées et l'État a donné aux universités le droit de trier les candidats en fonction de critères souvent opaques. Que ce soit les notes dans certaines matières, les spécialités choisies au lycée, les expériences extrascolaires, voire simplement un classement géographique ou un truc encore plus dégueu qui est la réputation du lycée d'origine. En fait, sous couvert de personnalisation, c'est la sélection sociale qui se renforce, au parfum d'algorithmes que personne ne comprend. Et ceux qui se retrouvent tous les ans sans inscription à la fac sont en premier lieu les jeunes issus de l'immigration, des enfants d'ouvriers et des quartiers populaires. A l'inverse, ceux qui viennent des bons lycées ou qui disposent des codes, des réseaux et des moyens financiers, ils sont mieux armés pour tirer leur épingle du jeu. Il y a les familles bourgeoises qui n'hésitent pas à payer des prestataires privés de coaching Parcoursup qui en fait facturent des centaines d'euros pour maximiser les chances de leur enfant. Et pendant ce temps, la majorité des lycéens ils doivent se débrouiller tout seuls. Pour donner quelques chiffres sur Parcoursup, en 2024, sur les 945 000 candidats de Parcoursup, il y en a à peu près 30% qui sont sans affectation, c'est-à-dire 295 000. Et cette année, à la date du 10 juin, 46% des candidats n'avaient pas d'inscription. Du côté des masters, en 2024, il y avait 236 000 candidats pour seulement 177 000 places. Donc ça fait un écart d'à peu près 59 000 places. Et pour ceux qui parviennent malgré tout à franchir la barrière de l'entrée, la sélection elle continue et se renforce à l'intérieur même des facs. Donc il y a un premier obstacle qui est un obstacle matériel. Genre trouver un logement à un prix abordable, c'est quand même un sacré casse-tête pour des centaines de milliers d'étudiants. Les résidences universitaires gérées par le Crous n'offrent que 380 000 places pour 2,7 millions d'étudiants. La majorité elle doit se tourner vers les appartements privés ou les studios qui peuvent coûter entre 450 et 650 euros par mois dans une ville moyenne et encore plus cher dans les grandes villes. Et souvent, une fois le loyer payé, il y a beaucoup d'étudiants qui doivent survivre avec moins de 100 euros par mois. En plus de ça, s'ajoute le coût des transports, de l'alimentation, du matériel scolaire. Et l'inflation récente, elle a encore aggravé cette situation. Il y a une enquête de l'UNEF qui dit qu'entre 2024 et 2025, le coût de la vie étudiante a augmenté de 4,12%, ce qui fait en gros quand même 807 euros par an en plus. Et depuis le début du mandat de Macron, en tout, ces frais ont augmenté de 31,88%, ce qui est assez énorme. Pour subvenir à ces besoins, l'UNEF chiffre qu'un étudiant sur 2 travaille à côté de ses études dans des jobs souvent précaires. Bon, on pourra en citer quelques-uns, mais je pense que vous les connaissez, c'est genre la caisse, le service en restauration, les missions d'intérim, etc. Bon, des petits jobs qui fait quand même beaucoup d'heures arrachées aux études et qui compromet l'obtention du diplôme. À cette précarité matérielle s'ajoute la dégradation des conditions d'études,
liées aux coupes budgétaires successives dans l'enseignement supérieur. Bon, déjà, depuis 2007 et la loi LRU qui a instauré l'autonomie financière des universités, l'État s'est largement désengagé du financement. Les universités elles reçoivent une subvention, la CSSP, qui est déjà très inégale entre les établissements. Par exemple, en 2022, l'université de Nîmes, qui accueille 5800 étudiants, touchait 3800 € par étudiant, tandis que Aix-Marseille, qui est une université beaucoup plus grosse, vu qu'il y a 80 000 étudiants, en recevait 6800. La situation s'est encore aggravée ces dernières années. En 2024 encore, le budget par étudiant avait déjà baissé de 22% par rapport à 2010. Puis en 2025, le gouvernement a annoncé 1,5 milliard d'euros de coupe dans l'enseignement supérieur, avant d'annuler brutalement 500 millions de crédits par décret le 25 avril. En plus de ça, le ministre Philippe Baptiste a confirmé la généralisation des contrats d'objectifs de moyens de performance. Donc c'est un mécanisme qui conditionne les financements publics au respect des priorités fixées par le ministère, donc en gros aux besoins du patronat. À côté de ça, il y a les 2 tiers des universités, donc 60 sur 73, qui sont déjà en déficit. Et les coupes, elles se traduisent par des hausses de frais d'inscription comme à Montpellier, des suppressions d'aides sociales comme à Grenoble, des fermetures de formations ou encore des baisses drastiques de dotations au laboratoire, jusqu'à moins 50% à Paris 1, par exemple. Et depuis 2018, avec l'arrêté des licences, le gouvernement, en fait, il laisse les universités de manière autonome détruire leurs propres facs et les propres conditions d'études de ses étudiants. C'est ce qu'on a vu avec les suppressions de droits arrivées progressivement à Lille, à Tolbiac ou à Nanterre. Concrètement, il s'agit de la fin de la compensation intégrale, de la disparition du rattrapage obligatoire ou encore du durcissement des règles d'assiduité. Bon, ces mesures, elles frappent d'abord les étudiants les plus précaires, ceux qui doivent travailler à côté, qui vivent dans des conditions familiales difficiles ou juste qui ont moins de temps pour se consacrer à leurs études. Ce sont eux qui ratent leur année en premier. Par exemple, à l'inverse, un étudiant d'une même licence qui serait plus aisé, en gros qui n'aurait pas besoin de taffer à côté de ses études, va être beaucoup moins touché. Et du coup, ça fait une propre sélection à l'intérieur même de la licence. Bon, j'en ai déjà un peu parlé, mais il y a aussi les gouvernements successifs qui organisent la fermeture des filières jugées non rentables, genre les sciences humaines et sociales, la philosophie, la littérature ou l'histoire sont les plus attaquées. On les accuse de ne pas déboucher sur des emplois ou d'être des repères à wokistes. Et au contraire, les filières professionnalisantes sont encouragées, genre les écoles d'ingé, les filières numériques, santé ou commerce. Tout ce qui peut rapporter directement aux entreprises reçoit plus de moyens. Par exemple, il y avait eu un risque de suppression de places, de 240 places en licence d'histoire à Bordeaux ou à P8 où il y a eu plus de 200 places en L1 supprimées. Évidemment, ces fermetures de filières non rentables dépendent toujours du type de fac concerné. Et même parfois les filières scientifiques, de droit ou d'éco sont attaquées pour peu qu'il s'agisse d'une fac poubelle de province. La recherche aussi, elle est soumise à cette logique, elle est soumise aux besoins économiques et militaires de la classe dominante. Les laboratoires qui travaillent avec l'industrie pharmaceutique, l'aéronautique, le nucléaire ou le numérique reçoivent des millions. Et à côté de ça, il y a des pans entiers de la recherche qui sont abandonnés faute de crédit, parce qu'elles sont du coup jugées non prioritaires. Même si malgré tout, il y a des découvertes qui profitent au progrès des connaissances, c'est souvent à la marge des logiques imposées par le capitalisme. Oui. Une nouvelle loi à avoir en tête pour la rentrée, vous en avez entendu parler, c'est la loi Baptiste. C'est un nouveau projet de loi qui s'appelle Modernisation et régulation de l'enseignement supérieur, où le but, c'est principalement 3 trucs en fait. C'est de donner plus de place à l'enseignement supérieur privé, d'entériner la poursuite des établissements publics expérimentaux, c'est ce qu'on appelle les EPE, pour 5 ans de plus en fait. Les EPE, c'est quoi? C'est en gros le regroupement des établissements publics et des grandes écoles, le fait qu'ils sortent du code de l'éducation quand même. Donc évidemment, ça veut dire qu'ils décident comme ils veulent, ils ont leurs propres règles, ils sont plus régis par le code de l'éducation, ils ont leurs propres règles, ils peuvent mettre leurs propres frais d'inscription, et donc c'est la porte ouverte évidemment à faire ce qu'ils veulent, même à supprimer des droits étudiants, donc ça c'est quand même un truc de ouf, et ça c'est confirmé pour encore 5 ans. Et le troisième truc de cette loi, c'est donner plus de pouvoir aux recteurs.
Ce qui fait que comme le ministère et le rectorat, ils auront plus de pouvoir de décision, en fait, ils peuvent plus appliquer la méthode du fac par fac, en gros, pour limiter les mobilisations. On reviendra sur cette question-là tout à l'heure. Le fait de faire le choix, en tant que gouvernement, de passer des réformes nationalement, ou est-ce qu'on va faire des attaques plutôt fac par fac pour faire en sorte que les étudiants ne puissent pas s'organiser à l'échelle nationale, et donc le rapport de force est moins grand puisqu'il est local. Donc voilà, c'est quand même ça le projet qu'il y a derrière la loi Baptiste. Donc c'est une attaque qui est très importante, et tout ça évidemment c'est pas un hasard, c'est toujours la logique de faire de l'économie sur les plus précaires, et ça a été une politique, c'est le résultat d'une politique qu'on connaît de Macron, mais en fait ça fait des dizaines d'années qu'il y a cette politique qui est menée par les gouvernements, à la fois de droite mais aussi de gauche, qui ont à la fois défoncé les facs publiques, mais qui ont de fait aussi en parallèle ouvert la porte vers le privé. Donc en fait, l'objectif de la bourgeoisie, quand elle valorise le privé, là on en parle de plus en plus, mais parce que c'est un phénomène quand même de plus en plus important, l'objectif derrière c'est de pouvoir se faire sa clientèle, en gros, d'augmenter sa clientèle, parce que avant c'était les enfants de Bourges, ou en tout cas c'était les gens qui avaient la thune de pouvoir aller dans le privé qui allaient, sauf que là ils ont trouvé un moyen d'augmenter le nombre de gens qui s'inscrivent dans leurs écoles. Les frais d'inscription quand même en moyenne c'est 12 000 € par an. Mais ça peut aller à 15 000 €, 20 000 € par an dans certaines écoles de commerce ou de journalisme. Donc bien sûr, c'est pas ouvert aux jeunes les plus précaires, mais pourtant, en 2024, il y a un quart des étudiants qui sont dans le privé. Il y a 25 ans, c'était un étudiant sur 10. Voilà. Voilà, c'était un dixième. Bon. Le nombre de formations privées, il a augmenté par ailleurs de 75% depuis 2010, alors que dans le public, c'est 15%. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a beaucoup d'étudiants qui sont précaires, mais qui sont obligés en fait de prendre un crédit pour aller de contrainte s'inscrire dans le privé, etc. Et d'ailleurs, ça, les directions de ces écoles, elles jouent de ouf sur cette peur en disant si t'es pas pris sur Parcoursup, si t'as pas de place dans le public, t'auras toujours de la place chez nous, etc. Et d'ailleurs, ces écoles privées, elles aiment bien se présenter genre comme indépendants, mais en vrai, leur business, il tourne surtout grâce à l'argent public, quoi. Déjà, avec l'apprentissage, chaque année, quand même, il y a des milliards d'euros de financement public qui sont versés pour soutenir les contrats en alternance. Une grosse partie finit direct dans les poches d'écoles privées, comme c'est le cas pour Galileo, un groupe international de l'éducation privée. Tu rajoutes par-dessus tous les partenariats, les labels, les exonérations fiscales, etc. Résultat, entre 2021 et 2024, c'est plus de 8 milliards d'euros d'argent public qui ont atterri de manière indirecte, mais quand même dans ces boîtes-là, quoi. Alors qu'elles prennent déjà des frais d'inscription de ouf, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc en fait, les écoles privées, elles se gavent de deux manières. D'un côté, avec le fric des familles, des crédits des jeunes, etc. Et de l'autre, avec l'argent de nos impôts. Donc on voit bien la logique. Chaque coupe budgétaire, chaque étudiant qui est poussé vers le privé, c'est un financement en moins pour les universités. C'est de l'économie qui est faite, mais qui revient directement au patron. Donc cette logique-là, il faut qu'on l'explique aussi aux étudiants pour montrer, comme on le disait tout à l'heure, la logique qu'il y a derrière toutes ces attaques. Et avant de finir cette partie, avant de passer à la dernière, un truc qui me semble important à dire quand même, c'est que la bourgeoisie, elle essaye d'imposer cette logique-là dans toutes les universités. Elle essaye de mettre en place le modèle américain, etc. Mais en fait, en vérité, ils n'y arrivent pas. Aujourd'hui, là par exemple, une année d'inscription à la fac publique, c'est 180 €. Mais par contre, ils avancent. Mais ça montre que, effectivement, c'est une question de rapport de force. Rien n'est immuable. Eux, ils ont ce projet-là, et on voit qu'ils ont les facs dans le viseur, mais s'ils ne mettent pas tout ce qu'ils veulent en place pour l'instant, c'est bien parce qu'ils voient une pression de notre part, et c'est sur ça qu'il faut qu'on s'appuie justement pour combattre leurs attaques, et ça sera le but justement de la dernière partie. Du coup, Copélia a déjà un peu dit, mais dans cette partie, on va voir comment on répond à ces attaques et quelle intervention on mène dans la jeunesse face à tout ça. Bon, heureusement, contre la dégradation des conditions d'études et la sélection, les étudiants ils baissent pas la tête quand même. Il y a eu plusieurs mobilisations qui ont lieu depuis quelques années quand même. Mais malheureusement, la jeunesse qui se mobilise elle se heurte parfois à la répression. Car là où il y a lutte et organisation, y compris dans les facs, la bourgeoisie elle fait pas dans la tendresse. À Nanterre, il y a nos camarades qui militent à l'UNEFTACL qui ont été surveillés par la présidence lors d'une mobilisation des 100 facs. Et ça, c'est pas un cas isolé. Un autre exemple, c'est à Sciences Po Bordeaux, lors de la MOB cette année contre les coupes budgétaires et en solidarité avec la Palestine. Il y a des étudiants qui ont découvert dans le bureau de la présidence un tableau avec l'instruction de procéder à un, je cite, déminage idéologique au sein de Sciences Po. Bon, autre exemple, la région Île-de-France a imposé la signature d'une charte républicaine que les facs doivent signer pour l'obtention des subventions régionales. Bon, cette mesure elle est présentée comme un engagement en faveur de la laïcité et de l'ordre public,
Mais on s'en doute bien, elles fonctionnent en réalité comme un instrument de contrôle politique. Les universités, elles doivent désormais veiller à ne pas cautionner certaines idées ou expressions jugées contraires aux critères de la charte, c'est-à-dire toute forme d'expression des étudiants révoltés. Vous avez peut-être aussi entendu parler de la loi contre l'antisémitisme votée le 7 mai dernier à l'Assemblée nationale, qui se nomme contre l'antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine dans l'enseignement supérieur. Mais il ne faut pas trop se laisser tromper par ce nom. En fait, la loi a créé de nouveaux motifs pour sanctionner, en laissant également une interprétation très large de ce qu'est une faute disciplinaire et est facilement utilisée contre les mouvements ou les étudiants mobilisés sur la question du génocide en Palestine. Elle propose aussi la création d'une justice disciplinaire gérée non plus par les facs mais par le rectorat directement, où les sanctions tombent plus durement. Bon, cette répression des mobilisations à la fac, et on pourrait citer tout un tas d'autres exemples, c'est pas seulement une attaque contre la jeunesse scolarisée, mobilisée, mais en fait ça envoie un message à l'ensemble de la jeunesse, elle aussi opprimée par la société bourgeoise. Donc déjà évidemment les jeunes travailleurs, ceux qui se font exploiter en alternance, en apprentissage, ceux qui ont des boulots précaires, ceux qui doivent taffer pour financer leurs études, mais on parle aussi des jeunes bourgeois. Parce que même s'ils ne sont pas voués à des métiers avec des salaires de misère, ils peuvent aussi se révolter contre tout ce que produit la société bourgeoise. En fait, on retrouve ces jeunes-là dans les manifs de soutien au peuple palestinien, dans les mouvements écologistes contre le réchauffement climatique et même contre les coupes de budget. À Sciences Po Bordeaux, par exemple, les étudiants ils se sont mobilisés à côté de nous, enfin à nos côtés, alors que même ils n'étaient pas concernés directement par ces coupes-là. Et la jeunesse, dans son ensemble, peut jouer un rôle dans les luttes importantes. C'était elle parfois qui, par son élan, pouvait peser sur une ambiance politique générale et par ricochet donner envie à une partie du monde de travail d'entrer dans l'arène. Mais cette force, pour réellement peser, doit s'organiser consciemment derrière la classe ouvrière. La classe seule à même, par sa place dans l'économie, de bloquer le système et de renverser le capitalisme. Aujourd'hui encore, il y a de nombreux jeunes qui expriment leur révolte face au monde tel qu'il est. Mais on les comprend un peu, les massacres en Palestine, la course à l'armement, la destruction de la planète ou la misère qui s'aggrave. Pour encore parler de Bordeaux, désolé. Pendant la mob contre les coupes budgétaires, les assemblées générales, les manifs et même les diffs de tracts, c'était l'occasion de débattre de tous ces sujets-là avec les gens qu'on rencontrait. Et nous, c'est un peu cette ouverture-là qu'il nous faut cultiver. Relier les colères de la jeunesse scolarisée au combat du reste de notre camp social, que ce soit en France comme à l'international. Bon, des fois, cette révolte ne va pas spontanément vers une remise en cause du système. La jeunesse scolarisée, c'est pas une classe en soi. Elle rassemble aussi bien des enfants de bourgeois, de petits bourgeois que des familles ouvrières. Il y en a beaucoup parmi eux qui espèrent tirer leur épingle du jeu, obtenir un diplôme et réussir individuellement. Cette illusion d'ascension sociale, elle n'est pas née d'elle-même, qu'elle vienne des médias ou des politiciens, ou surtout du manque de lutte réelle ou de la démoralisation. Elle divise et détourne les jeunes de la lutte collective. Bon, nous, les révolutionnaires, on a aussi un rôle à jouer sur ce terrain. On a besoin d'organisations capables d'armer les jeunes politiquement, de donner à chaque problème politique que se posent les étudiants les réponses en leur montrant que leurs problèmes ne se trouvent pas dans des solutions individuelles, mais dans des solutions collectives, dans la lutte et dans la démocratie. Nous, on ne veut pas rester spectateurs en attendant les explosions de colère spontanées dans la jeunesse. On ne peut pas, par notre seule volonté, déclencher des explosions sociales, mais on peut prendre des initiatives dès qu'une ambiance s'y prête, comme on a tenté pendant la mobilisation contre les coupes budgétaires. Mon Coppelia reviendra un peu plus dessus, mais proposer des AG, impulser des cadres unitaires avec d'autres orgas, tenter d'organiser des luttes démocratiquement en s'affrontant à ceux qui voudraient les canaliser dans des solutions institutionnelles, ce qui passe par un effort pour faire de ces AG des espaces militants où chacun participe à l'effort de l'extension du mouvement vers l'extérieur, à la rédaction de tracts et j'en passe. Dans la MOP cette année, ce sont ces efforts qui ont permis de dépasser les cercles militants et d'entraîner plus largement autour de nous dans une tentative d'aller justement vers l'explosion sociale dont on a besoin. Et nous, du coup, cette perspective-là de transformer la colère et l'indignation en une conscience claire que le capitalisme est l'ennemi, c'est notre job, et que c'est aux côtés des travailleurs que la jeunesse elle pourra trouver la voie vers un avenir meilleur. Ouais, pour compléter un peu sur la question notamment de notre rôle, notre intervention, etc. Premièrement, on construit quand même une organisation, le NPA Jeunes Révolutionnaires, et donc un regroupement de tradition par la fusion, qui intervient dans la jeunesse de deux manières, on pourrait dire. La première, c'est intervenir et construire les luttes dans la jeunesse de manière active.
Et la deuxième chose, c'est aussi de recruter et de former des militants communistes et révolutionnaires. Donc il y a un peu on tient un peu sur ces deux jambes-là. La question de la formation, elle est extrêmement importante. La formation, c'est la combinaison d'accumulation d'expériences pratiques et aussi théoriques par le biais de topos, etc. C'est la base indispensable quand même pour construire un parti autonome et en capacité d'intervenir et de militer autour d'eux. Pourquoi c'est la base ? Parce qu'on construit des organisations qui assument leurs idées communistes et révolutionnaires face aux étudiants et aux étudiantes dans nos facs, qu'on est face à une génération qui se politise et qu'il faut prendre ça comme une occasion d'expliquer et de convaincre sur la base de notre analyse pour agrandir le rang des révolutionnaires, puisque c'est ça aujourd'hui dont on manque partout dans le monde. Donc l'enjeu pour nous, c'est de saisir les problèmes qui politisent aujourd'hui les jeunes, leurs préoccupations, et d'y donner des réponses politiques pour former des militants qui soient capables, eux aussi, à leur tour, de formuler une politique autour d'eux. La deuxième question sur la question de l'intervention, en fait, nous, on n'intervient pas dans la jeunesse scolarisée juste pour militer dans notre milieu et y défendre un programme, etc. Mais c'est aussi parce qu'on est convaincus que les luttes politiques menées par la jeunesse scolarisée, elles peuvent influencer le reste de la société et donc par extension par ailleurs la classe ouvrière. On le voit quand il y a des étudiants qui occupent leur fac pour la Palestine, quand ils organisent des manifestations, etc. Ça a un impact sur la situation, y compris qui peut même jusqu'à changer la nature des discussions, en tout cas dans les entreprises. Donc on cherche à diriger ces luttes pour influencer les mouvements de politisation, parce qu'on pense que les mouvements et les luttes, ça peut faire progresser le niveau de conscience politique des jeunes qui y participent, et aussi parce que ça peut aller jusqu'à potentiellement arriver aux idées communistes révolutionnaires. Et le constat qu'on fait pour nous, les jeunes révolutionnaires en France, c'est qu'il y a quand même beaucoup de points d'appui dans la situation, parce qu'il y a une tradition de lutte dans le mouvement étudiant depuis 68 qui est assez riche, qui est assez importante. Et là, ces 10 dernières années, il y a eu, je vais faire la liste, pas pour faire ticket de caisse, mais parce que nous-mêmes, des fois, je pense qu'on ne se rend pas forcément compte, mais il y a eu 2016, il y a eu 2018 Parcoursup, 2019 Bienvenue en France, où une très grande majorité des facs en France étaient bloquées. Il y a eu une victoire partielle par ailleurs. Il y a eu par exemple 6000 personnes en assemblée générale à Nanterre, c'est un truc qu'on n'a pas retrouvé depuis. Il y a eu les Gilets jaunes. 2019, partie 1 des retraites. Il y a eu la grève du bac en 2021. 2023, les retraites partie 2. Dès 2024, Palestine. Et là, 2025, budget. Vous voyez, c'est pas forcément tous les ans, mais voilà, il y a quand même une cadence, un rythme important quand même de mobilisation. Ça montre quoi ? En fait, ça montre qu'il y a une disponibilité aujourd'hui dans la jeunesse pour se battre. Et ça, là je donnais des exemples en France, mais en vérité à l'échelle internationale, c'est le cas aussi dans chaque pays. Quand il y a des attaques sur des questions étudiantes, il y a des réponses, il y a des mobilisations, pas forcément à chaque mobilisation, mais il y a une disponibilité partout dans le monde à la lutte étudiante, pas qu'en Europe, en Argentine, au Chili, etc. Depuis ces 2 dernières années, là précisément dans les facs en France, on voit qu'il y a une colère qui existe, qui bouillonne, qui s'exprime pas toujours de manière très organisée. On a vu surtout en fait la majorité des trucs là, c'était des campagnes en fait menées par des syndicalistes, mais qui n'étaient pas repris et qui étaient locales et tout, mais qui n'étaient pas forcément reprises par des étudiants non organisés, sauf l'exemple de la mobilisation locale à Tolbiac, où en fait ça a été une lutte locale contre les suppressions de rattrapage, de compensation, d'absence, etc., avec des blocages, assemblée générale à 500 personnes, où nos camarades ils ont activement participé à cette mobilisation, etc. Voilà, donc un peu sur le paysage de ce truc, sur les points d'appui, mais nous, notre objectif en tant que jeunes révolutionnaires, c'est aussi d'apparaître auprès des étudiants et des étudiantes comme celles et ceux qui luttent, qui proposent des perspectives et qui construisent les mobilisations. C'est pour ça qu'on est intervenu activement sur la mobilisation budget. Voilà, je disais Tolbiac, Palestine, etc. Mais il y a eu aussi 2023 pendant la réforme des retraites, avec des coordinations nationales étudiantes qui étaient certes minoritaires, mais qui dépassaient largement le NPA révolutionnaire, avec des journées de grève étudiantes, des manifestations, etc. Sur la question de la sélection, on en parlait tout à l'heure, de l'analyse qu'on faisait là, des attaques sur la sélection. Conclusion pratique, là, à chaque rentrée dans les facs, on construit la lutte des sans-facs pour défendre les jeunes justement qui sont exclus sur des bancs des universités, qui demandent des inscriptions. À Nanterre en 2021 par exemple, il y a eu une occupation qui a duré 9 mois, et surtout on mène ces campagnes avec un objectif politique qui est de généraliser ça à l'échelle nationale, d'augmenter le rapport de force pour construire un réel rapport de force contre le gouvernement sur la question de la sélection. Je ne fais pas la liste de tous les trucs sur lesquels on intervient, mais il y a évidemment l'aide et le soutien qu'on donne aussi au blocage lycéen, etc. Bon, je ne fais pas la liste. Sur le cas
des budgets, on voit que en fait, parfois on a participé à des mobilisations qui ont émergé spontanément, et d'autres fois c'est nous qui avons été un peu quand même à l'initiative, au moins de s'adresser aux autres organisations nationalement, d'appeler à des manifs, même si c'est des petits exemples, que c'est à hauteur de nos moyens, etc. Mais c'est le cas un peu de la question, la mobilisation là sur les budgets. On l'a développé tout à l'heure sur l'attaque précisément, donc je ne vais pas revenir là-dessus, mais on voit que c'est une énorme attaque, et il faut comprendre évidemment que c'est que le début. La partie d'avant, toutes les attaques qu'on disait, ça nous montre que en fait, les facs, c'est dans le viseur du gouvernement grave. Donc nous, il faut qu'on se prépare politiquement à tout ça. Il y a toutes les attaques qui ont été annoncées, celles qui ne le sont pas encore et qui sont devant nous. Et donc il faut faire en sorte de se préparer pour que ça ne soit pas sans réponse. Sur les budgets, par exemple, au dernier semestre, on a été assez réactifs en vérité. Dans une situation où tout le monde disait on est contre la réforme, les coupes budgétaires, etc. Pardon, pas réforme, coupe budgétaire. Tout le monde disait on est contre, mais en fait personne ne faisait rien. Donc nous on a tenté de lancer, de poser la question de la grève, de lancer des journées de grève, des manifestations. On a pris des initiatives localement pour organiser ça et une coordination nationale d'ailleurs de nos forces là-dessus. Dès le 30 janvier en fait même. C'est pour ça que je disais on a été assez réactifs. Je me rappelais même pas qu'en fait on avait fait aussi tôt. Mais en fait dès le 30 janvier on a proposé une interorgane jeunesse pour une première date de manifestation et de grève pour le 11 février nationalement. Dans quelques coins, ça a été petit, hein. Dans quelques coins, par exemple, à Rennes, à Bordeaux, mais ça a suscité la mise en mouvement d'équipes militantes un peu partout en France, surtout autour de nos milieux et d'une vingtaine d'assemblées générales qui a eu lieu en France. Et ensuite, on a défendu la nécessité d'une nouvelle date à la rentrée, donc celle du 13 mars, avec là 1000 personnes à Paris en manifestation, malgré d'ailleurs le sabotage quand même des directions syndicales de l'enseignement supérieur et de la recherche qui ont appelé à une autre date de manifestation 2 jours avant. À Bordeaux, il y a eu 1000 personnes en assemblée générale. Donc voilà notre politique de genre petit à petit, faire ricocher, etc. S'appuyer sur le 13 pour dire il faut massifier, il faut construire la grève de manière un peu volontariste aussi, d'aller chercher un peu les étudiants, pas forcément un par un, mais si d'ailleurs, mais aussi en faisant des interventions, etc. En fait, ça a impacté d'une modeste manière, mais quand même un petit milieu d'étudiants qui nous dépasse quand même largement, quoi. Le 27 mars, par exemple, à Bordeaux, on passe de... le 27 février, à Bordeaux, il y avait 300 personnes en manif. Le 13, il y avait 30. Et en fait, le 27, on passe à 500. À Paris, tu passes de 1000 à 2000 en manifestation. Je crois que le pic de Paris, c'était 3000 en manifestation. Lille a atteint 500 personnes en assemblée générale. À d'autres moments, c'était 600 à Rennes. Donc voilà, parmi les bilans qu'on peut tirer sur la question de cette mobilisation, c'est que, je l'ai dit, c'est modeste, c'est minoritaire, mais ça nous dépasse largement. C'est pas un vrai mouvement ou mobilisation. Je maîtrise toujours pas la différence entre mouvement et mobilisation, mais c'est pas le gros truc, mais c'est une mobilisation qui cherche à s'élargir, où on a aidé à poser par ailleurs la question de la grève, mais qui cherche à, de manière volontaire, aller chercher les autres étudiants et étudiantes. Ça a permis quand même une accumulation d'expériences militantes. Le fait que, en fait, il y a eu toute une série de jeunes, c'était leur première AG, comment t'organises une manif, c'est quoi un comité de mobilisation, comment, voilà, toutes ces questions-là, mais aussi le débat que nous, on a aidé à poser sur grève ou blocage, qu'est-ce que ça implique politiquement. Tout ça, en fait, ça a formé les gens et ça leur a permis d'accumuler des expériences qui sont importantes pour la suite, y compris pour la rentrée, mais même pour, voilà, à plus long terme. Et c'est quelque chose qui est tenu quand même dans la durée, qui a bien tenu dans la durée. Tout ça alors qu'il n'y avait aucune aide, ni des médias, ni de nos glorieux porte-parole, Jean-Luc Mélenchon, Sophie Binet, le Nouveau Front Populaire, etc. Il n'y a eu absolument aucune aide et c'est un truc qui a tenu. Le bilan politique aussi pour nous, de notre intervention en tant qu'NPR révolutionnaire, ça a été un truc essentiel, ça a été notre capacité à nous coordonner aussi à l'échelle nationale. Cette capacité quand même, c'est là où on voit, y compris dans cet exemple-là bien sûr, mais la nécessité de construire un parti révolutionnaire, c'est-à-dire tu mènes pas juste ta politique là dans ta fac, etc., mais tu as une capacité aussi quand tu as une proposition, un plan de bataille, d'être capable de la mener ailleurs parce que tu as des équipes militantes dans plein de facs, etc. Ça, c'est un truc qui a été essentiel. Même si on ne décide pas évidemment de déclencher des mobilisations, nous, le rôle qu'on a joué quand même dans certains endroits de prise d'initiative, d'être la force motrice, etc., dans des moments spécifiques, ça a été un truc qui a été essentiel. Et notre politique de regroupement, de s'adresser au cadre unitaire, même y compris parfois en mettant la pression, de faire en sorte qu'il y ait des réunions d'interrogations qui se tiennent. Voilà, cette question-là du regroupement, ça a été un truc qui a été évidemment très important. Pourquoi je dis ça ? Je pense que ça serait d'ailleurs intéressant dans le débat de pouvoir discuter un peu de ces questions-là, mais c'est aussi pour qu'on ait en tête les points d'appui qu'on a connus là cette année et comment cette expérience, c'est un truc qui peut nous renforcer pour la rentrée, les attaques qui arrivent, etc. et comment on riposte.
En fait, depuis la fin là, de la mobilisation sur les budgets, notre but, c'est de construire une grève à la rentrée. On n'arrête pas de le dire. Aujourd'hui, face à Macron, il faudrait une grosse grève générale. Bon, évidemment. Et c'est ce qu'on disait à la fin des budgets, c'est qu'en fait, c'était une pause. C'est-à-dire, c'était le calendrier, c'était les partiels, c'était les grandes vacances, etc. Mais que ça devait reprendre à la rentrée. On avait proposé, on avait même annoncé d'ailleurs, dès avant les vacances d'été, qu'on proposait une prochaine interorga qui se tienne à la rentrée pour qu'il y ait une date de grève, etc. Là, on a sorti un communiqué et tout. Mais là, il y a le 10 septembre qui est dans le paysage, avec certes des limites, mais quand même ça a le mérite d'être appelé par beaucoup de monde et ça risque d'être quelque chose de gros. Dans les facs, d'ailleurs, ça serait intéressant dans le débat de voir s'il y a des camarades qui ont des retours un peu de si ce truc se fait discute dans les universités, sur les groupes WhatsApp, ou, de promo, etc. Ou des groupes WhatsApp de mobilisation. Mais donc notre politique, c'est deux trucs. Déjà de construire un cadre unitaire à la base jeune, mais qui a pour objectif quand même de l'élargir et de s'adresser évidemment pas que aux interorgas jeunes, etc. Mais pour mener en gros une politique du tous ensemble, de regroupement, pour tenter de construire une grève nationale dans les facs avec les jeunes et le monde du travail, enfin dans les facs et dans le monde du travail. Dès cette semaine-là, il y aura une interorga. Demain, en fait, il y aura une interorga jeune qui va appeler à la date du 10. Le deuxième truc, c'est qu'il faut partir de cette date comme un point d'appui pour qu'il y ait une autre date. Faut voir les discussions, de à quel moment est-ce que ça serait mieux d'avoir une autre date, etc. C'est pas forcément facile parce que là, ça arrive très tôt dans les facs. Mais pour aller, en tout cas dans l'objectif d'aller vers la construction d'un mouvement de grève dans les universités contre la politique du gouvernement et contre du coup les conséquences que ça a dans les facs, sur les attaques qu'on disait, sur les budgets, etc. Donc en fait il faut que dès maintenant on commence à imaginer les suites parce que le 10 ça va être un truc intéressant. Comme je disais c'est un peu tôt, c'est vrai, ça arrive un peu tôt parce que les pré-rentrées, en plus ça dépend des calendriers universitaires des facs, mais ça arrive un peu tôt dans les pré-rentrées. Donc c'est aussi pour ça que c'est bien d'aller discuter dans les lycées qui eux pour le coup ont leur rentrée un peu plus tôt et donc ça laisse plus de temps pour discuter. Donc il faut qu'on s'appuie sur tout ça parce que le 10 aussi, ça peut permettre de mettre au centre la question du blocage. Ça a l'air de mettre beaucoup au centre la question du blocage y compris. Et ça, pour nous, c'est la possibilité de nous donner les moyens, de nous mobiliser. Et ça nous laisse un espace pour mettre au centre toute la politique qu'on a menée l'année dernière. C'est-à-dire la politique de poser le problème de la grève, poser le problème du tous ensemble et du regroupement. Il y a moyen, en tout cas, des possibilités que le 10 permette d'être le début de quelque chose qui nous permette de mettre ça au centre. Vous voyez, on n'avait pas ça en fait l'année dernière. Donc là, on part pas de rien du tout. On avait dit on se met en pause, on essaye à la rentrée, on pose des dates et tout. Là, on part pas du tout de rien. Il y a déjà tout le travail qu'on a fait l'année dernière. Il y a la date du 10 qui propulse en fait ce que nous on voulait faire, qui nous donne une crédibilité importante parce que là c'est appelé par d'autres et c'est pas juste jeune. Et donc comment faire tout ça? C'est reprendre la dynamique du 10, évidemment sans encore pour l'instant savoir où ça va nous mener, y compris faudrait voir localement ce qui est le plus pertinent. Est-ce que c'est d'appeler à une AG, d'organiser une AG dans ta fac? Est-ce que le truc ça va surtout se polariser autour de manifestations? Je sais pas, pendant les grèves des retraites par exemple en région parisienne, c'était plus beaucoup d'étudiants qui allaient dans les manifs plus que vraiment une organisation dans les universités. Donc voilà, tout ça il faut voir. En tout cas il faut mettre de l'énergie pour s'adresser autour de la question du 10 à tous ceux et celles qu'on a connus, qui ont lutté l'année dernière ou qui hésitaient mais qui avaient été impactés par ce qu'on pouvait dire et ce qu'on pouvait faire. Et c'est pour ça que la première étape c'est de retourner les facs, tenir les tables, blinder les pré-rentrées pour organiser les moyens de discuter avec ces jeunes-là autour évidemment d'un matériel propre sur cette question. Et bien sûr il faudra discuter de notre apparition politique à la rentrée, de tenir dans cette séquence-là, de tenir aussi la question de l'apparition politique, de réunions publiques, etc. Et évidemment, notre but derrière ça, c'est de tenter de construire un mouvement national qui regroupe à la fois la jeunesse, mais aussi le monde du travail, parce que la classe ouvrière, c'est évidemment la force qui est la plus capable de gagner, de nous aider à gagner d'ailleurs dans nos grèves, d'obtenir des victoires, mais aussi parce que pour combattre toute la logique de cette société, tout ce qu'on veut raconter aux étudiants, tout ça, c'est à cause du système capitaliste. En fait, la seule force sociale sur laquelle on peut s'appuyer pour renverser le système, évidemment, c'est la classe ouvrière.